si le Hezbollah commence à tirer des missiles de longue portée précis sur des objectifs stratégiques, comme on l'a fait par ailleurs ces derniers 3 jours, et si ça provoque des dégâts surtout à l'infrastructure civile en Israël, je crois que les États-Unis devraient intervenir ou au moins menacer de façon directe le Hezbollah. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Eli Carmon. Eli, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors vous êtes un expert dans la lutte contre le terrorisme, en particulier vous au sein de l'IDC, de l'université Reichmann à Herzliya. Je voudrais avec vous que nous fassions un point sur la situation. On est au lendemain de la visite d'Anthony Blinken dans la région et on avoue que finalement on voit la situation se dégrader au quotidien dans le nord du pays. On voit Israël cibler délibérément des grosses pointures du Hezbollah. Jusqu'où, à votre avis, ça va? Est-ce qu'il s'agit là d'une tactique israélienne pour essayer justement de pousser le Hezbollah à une négociation et à un accord qui amènerait le calme, ou alors Israël a désormais déjà décidé de rentrer en conflit entier, généralisé ou général avec le Hezbollah? Oui, c'est un problème très difficile à résoudre. Il y a encore des efforts diplomatiques. C'est pas sûr que le Hezbollah va accepter les conditions d'Israël ou que Israël va accepter les conditions de Hezbollah, par exemple, qui demande le retour de 13 villages du nord du pays, du nord d'Israël, au Liban. Il y a quand même une pression, je crois, politique interne au Liban. On a entendu le Premier ministre Moukati qui dit que le Liban ne veut pas arriver dans une situation comme Gaza, donc n'accepte pas la destruction de l'infrastructure du pays à cause du Hezbollah. Vous avez l'impression que les Américains sont d'abord préoccupés par ce qui se passe dans la bande de Gaza ou d'abord préoccupés par l'intensité des combats dans le nord? Non, ils sont préoccupés par toute la situation régionale. On voit aussi ce qui s'est passé ces derniers jours avec les Houthis. Il y a cette flotte navale de la coalition américaine. Il y a eu des dizaines de missiles et de drones qui ont été parés par la coalition, surtout par les Britanniques et les Américains. Et cela influe aussi sur la situation avec le Hezbollah. C'est-à-dire la flotte ou la force navale américaine doit convaincre le Hezbollah qu'ils n'ont pas intérêt à entrer en guerre totale avec Israël. Et je crois que ce qui se passe au Yémen va influer aussi sur le Hezbollah. C'est-à-dire s'il y a une action plus assertive des États-Unis et de la coalition contre les Houthis, et d'ailleurs aussi contre les milices iraniennes ou pro-iraniennes en Irak. On a vu que les Américains ont assassiné un des leaders d'un groupe de l'opposition, d'un groupe terroriste pro-iranien, qui d'ailleurs a un groupe dans le sud de la Syrie qui se considère le libérateur du Golan. Donc tout est relié en fait. Je dirais même, on dit qu'Israël lutte sur 6 fronts. J'aurais ajouté 2 fronts. Un front juridique international, à la Cour par exemple de justice, et aussi un front américain, parce que dans l'année des élections aux États-Unis, l'administration Biden est de plus en plus sous pression, tant par le Parti démocratique, mais aussi par l'opinion publique, de faire quelque chose pour arrêter la guerre. Alors justement, par rapport à ça, on peut supposer que l'opinion publique américaine ne fait pas véritablement la différence entre le Hezbollah et le Hamas. Est-ce que le déclenchement des hostilités, est-ce que dans le Nord, est-ce que une déclaration de guerre officielle, ça veut dire des tirs massifs du Hezbollah en direction du territoire israélien, des bombardements massifs de l'armée de l'air contre des positions du Hezbollah, est-ce que dans un tel cas de figure, on peut dire que les États-Unis aideront Israël, viendront au secours d'Israël sur le plan militaire? Est-ce qu'on peut envisager un conflit dans lequel les Américains soient impliqués, des avions, du porte-avions américain qui sont en mer Méditerranée pourraient participer au combat? En fait, c'est la raison de la présence de cette flottille armada dans la Méditerranée. Et la question est si au moment de vérité, c'est-à-dire si le Hezbollah commence à tirer des missiles de longue portée
précis sur des objectifs stratégiques, comme on l'a fait par ailleurs ces derniers 3 jours. Et si ça provoque des dégâts surtout à l'infrastructure civile en Israël, je crois que les États-Unis devraient intervenir ou au moins menacer de façon directe le Hezbollah. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde un peu les moyens de communication en Occident, que la guerre au sud du Liban n'est presque pas présentée dans les moyens de communication à cause de ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire la destruction à Gaza et la pression sur Israël d'arrêter les combats. Et vous pensez que c'est une erreur d'appréciation, qu'en fait le vrai problème c'est dans le nord? Pour le moment, c'est une période de transition, mais il peut, d'un moment à l'autre, se renverser, c'est-à-dire la situation deviendra telle qu'Israël sera obligé d'intervenir massivement, surtout contre Beyrouth et les installations stratégiques civiles au Liban, comme par exemple en 2006. Et alors, vraiment, l'opinion publique internationale sera intéressée. On sait comment la France, par exemple, est très impliquée dans tout ce qui se passe au Liban. Et je suis sûr que le président Macron et le gouvernement français feront tout le possible pour tenter de tranquilliser la situation. Je voudrais vous demander de nous décrire un peu, en quelques phrases, à quoi peut ressembler un conflit généralisé entre Israël et le Hezbollah. Essayez de nous donner une sorte de perspective que l'on comprenne bien de quoi il s'agit, et même si on peut le comparer à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Écoutez, c'est beaucoup plus sérieux, plus dangereux que ce qui se passe à Gaza, parce que le Hezbollah a dans son arsenal au moins 150 000 missiles de longue portée, c'est-à-dire pas tous de longue portée, mais ceux qui sont précis, qui menacent, comme je dis, l'infrastructure civile et militaire d'Israël, est très importante. C'est pour cela que l'Iran a construit cette force énorme missilistique, et aussi la force Radwan. C'est en fait l'infanterie iranienne sur la frontière nord d'Israël. À mon avis, j'ai dit depuis beaucoup d'années, comme la nécessité de détruire la force militaire du Hamas, c'est nécessaire aussi de menacer l'Iran directement, c'est-à-dire Téhéran, parce qu'on a vu déjà dans la guerre Irak-Iran, quand les intérêts directs de l'Iran sont menacés, et la population civile iranienne est menacée, les dirigeants du Téhéran sont beaucoup plus, disons, plus modérés, et même l'ayatollah Khomeini, à son époque, a décidé de boire du poison et faire accepter le cessez-le-feu avec l'Irak. Donc c'est une balance. Au lieu de menacer la destruction du Liban, je crois qu'il faut menacer les intérêts directs de Téhéran. Et le fait que pour l'instant, apparemment, Israël n'ait pas encore frappé directement l'Iran, ça veut dire qu'il y a encore plusieurs paliers à atteindre avant d'entrer dans une phase massive de conflit entre Israël et le Hezbollah? Ce qu'il a fait Israël contre l'Iran, c'est surtout l'assassinat de 2 très importants commandants de la force Al-Quds en Syrie. Ce sont ceux qui, d'un côté, ils construisent la plateforme iranienne en Syrie, qui est directement sur notre frontière, sur le Golan, menace le Golan, menace Israël à partir du Golan, et aussi qui permettent à Hezbollah de s'armer. Même ces jours-ci, on voit qu'il y a des actions contre les aéroports syriens pour détruire justement les envois d'armement moderne à partir de l'Iran vers Hezbollah en Liban. Je voudrais vous demander, est-ce que l'armée israélienne dispose des munitions suffisantes pour mener un combat de front, terminer, on va dire, régler son compte au Hamas dans le sud et en même temps lancer une offensive contre le Hezbollah? Parce qu'on a l'impression, dites-moi si je me trompe, que il y a moins de munitions, que on sait qu'une partie des munitions importantes vient des États-Unis et que peut-être les Américains ne sont pas intéressés à continuer à acheminer des munitions vers l'Israël. Est-ce qu'on dispose en Israël des ressources militaires suffisantes pour mener un conflit qui peut être long dans le nord? À mon avis, on a un grand problème avec la réserve de munitions. On a vu déjà qu'à Gaza, selon des sources américaines, ce que Israël a utilisé pendant les bombardements aériens
c'est, je crois, 10 fois plus que les Américains en Irak et en Syrie. Je crois que ça dépend disons, du point de vue américain, qui est responsable d'une guerre entre Israël et le Hezbollah. C'est-à-dire, si le Hezbollah, c'est celui qui provoque, qui est le catalyseur de cette guerre, je crois que les États-Unis continueront à fournir des armements nécessaires pour combattre le Hezbollah et aussi l'influence iranienne dans la région. Dernière question, Dr Eli Carmon. On a entendu la conférence de presse hier donnée par Anthony Blinken, et l'un des points mentionnés par Blinken, c'était oui, il y a encore une possibilité de normalisation avec l'Arabie Saoudite si toutefois, eh bien, Israël se dirige vers une mise en application, un OFEC médini, c'est-à-dire offre un horizon politique et diplomatique qui pourrait aboutir vers la création d'un État palestinien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Israël un courant qui après le 7 octobre, peut parler véritablement, reconnaître d'une manière ou d'une autre la création d'un État palestinien, on ne sait pas où, mais quelque part dans la région. Est-ce que c'est quelque chose de crédible, et comment on explique ce positionnement des Américains qui est vraiment, on va dire, assez opposé au courant général qui domine en Israël? Alors, je crois que ce n'est pas un courant général, je crois que c'est en grande partie la politique de ce gouvernement, le gouvernement de M. Netanyahou, et surtout les voix très vociférantes, je dirais, de l'extrême droite, tant de Ben Gvir j'entendais ceux qui veulent, par exemple, reconstruire les colonies israéliennes à Gaza, ou même occuper la moitié nord de Gaza. Ce sont des choses qu'on dit. Et cette rhétorique qui est, je crois, une rhétorique vaine. Non, mais j'entendais, Eli, j'entendais... Sur la décision américaine, je crois, pas un État palestinien à ce stade, mais je crois qu'une sorte d'autorité palestinienne changée, c'est-à-dire dans le sens que Abou Mazen doit rendre sa place à quelqu'un plus jeune, plus effectif et plus modéré. Et à ce moment-là, c'est l'autorité palestinienne, avec surtout l'Égypte et l'aide financière de l'Arabie Saoudite et des Émirats, peut changer la situation et arriver à une négociation très lente, très compliquée. D'abord, reconstruire Gaza et ensuite voir quelle sera la solution. Mais je suis sûr, en lisant, disons, la situation tant de l'Arabie Saoudite comme des Émirats, l'Arabie Saoudite veut la normalisation avec Israël. D'ailleurs, c'est relié pas seulement avec la question palestinienne, mais aussi avec l'intérêt de l'Arabie Saoudite de recevoir un projet nucléaire sur son territoire des États-Unis. Donc, tout est relié, encore une fois, sur le plan stratégique, et notre gouvernement devrait tenir compte, ou un gouvernement peut-être qui changera la donne politique, devra tenir compte de toutes ces pressions et tous ces intérêts stratégiques à long terme. Eh bien, merci beaucoup, Dr Eli Carmon, de nous avoir éclairé sur cette situation extrêmement complexe et difficile et risquée dans laquelle on évolue actuellement, tant dans le sud avec la bande de Gaza que dans le nord avec le Hezbollah et le sud Liban. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt, Eli. Merci à vous.